C'est quoi le film qui a brisé votre enfance? Qui vous a fait grandir un peu trop vite à l'époque où vous pensiez que le monde c'était celui des Teletubbies? Le film qui est votre traumatisme initial, celui qui peut-être, au fond, vous a fait aimer le cinéma. Pour bien des personnes, de toute évidence plus jeunes que moi, ce film c'était Coraline. Ce film d'animation réalisé par Henry Selick, dans lequel une petite fille est pourchassée par un double maléfique de sa mère et des choses plus larges et plus terrifiantes encore. Ça ne vous aura peut-être pas échappé, Coraline est récemment ressortie en salle dans plusieurs pays en version 3D remasterisée, 15 ans après sa sortie initiale en 2009. À cette occasion, aux États-Unis, le film a réussi à récolter plus de 8,9 millions de dollars lors de son démarrage. Un meilleur score que pas mal de films de 2024, dont c'était la première sortie en salle, comme Borderlands, The Crow, Immaculée ou Les Guetteurs. C'est aussi, accessoirement, plus que la moitié du démarrage de sa sortie initiale, alors qu'on arrive quand même 15 ans après. Si bien qu'en 2009, les recettes globales du film s'élevaient à 125 millions, et qu'après ce coup de boost, elles chiffrent désormais à hauteur de plus de 185 millions. Bref, cette ressortie, ça a été tout un petit phénomène en soi, cette année, et si le sujet vous intéresse, vous pouvez en apprendre davantage dans l'article écrit par Geoffrey que je viens de piller allègrement. L'article, pas Geoffrey. Cet article, il est trouvable sur notre formidable site web, vous savez, celui dont l'abonnement ne coûte vraiment pas cher pour avoir accès à plein de contenus formidables. Bah voilà, celui-là. Bref, moi je vais plutôt vous parler du film en lui-même plutôt que de ses performances en salle. Déjà, on va directement évacuer l'éléphant au milieu de la pièce. Oui, Coraline, c'est ce film qui devrait faire comprendre à tout le monde que Henry Selick n'a pas besoin de Tim Burton pour faire des films. Et que oui, c'est bien lui le vrai réalisateur de L'étrange Noël de Monsieur Jack, même si l'affiche du film brouille intentionnellement les pistes, et que Burton essaye de se réapproprier cette paternité aujourd'hui. Attention, je sais bien que L'étrange Noël de Monsieur Jack c'est une histoire de Tim Burton, que l'univers relève principalement de sa direction artistique, et que c'est son équipe habituelle qui est aux commandes, etc. Mais c'est bien Henry Selick qui était derrière la caméra, et ça c'est pas anodin. Parce qu'on voit dans ses autres films comme James et la pêche géante, Wendell et Wild et surtout Coraline, que sa mise en scène et sa maîtrise de l'animation en stop motion, bah c'est pas rien. Avant de continuer, laissez-moi agrémenter cette vidéo d'une petite recommandation de film faite main dans la main avec Filmo, la plateforme de VOD dont nous sommes partenaires. Dans leur catalogue, vous pourrez trouver le film Le Dernier Roi d'Écosse, un drame historique réalisé par Kevin MacDonald avec James McAvoy et Forest Whitaker au casting. Le film raconte l'histoire d'un jeune médecin écossais qui, lui, n'a pas vraiment existé et qui est joué par James McAvoy et qui se retrouve à devenir le médecin personnel de Idi Amin Dada, incarné par Forest Whitaker. Idi Amin Dada, c'est un militaire qui a pris la tête de l'Ouganda suite à un coup d'État en 1971. Le jeune médecin est fasciné par le dictateur sanguinaire, tant et si bien qu'il fera office de confident à ses côtés, devenant ainsi témoin de sa folie grandissante. Ce film est important pour la manière dont il lève le voile sur une tranche de l'histoire, et aussi pour la performance de ses acteurs, notamment Forest Whitaker qui remportera en 2007 l'Oscar, le Golden Globe et le BAFTA du meilleur acteur pour le rôle d'Amin Dada. Dans un autre style, j'ai aussi envie de vous recommander un grand classique. Le Voyeur est un film britannique réalisé par Michael Powell et sorti en 1960. Film devenu culte mais lapidé à l'époque de sa sortie, Le Voyeur est un film fondateur pour le cinéma d'horreur contemporain, racontant son histoire du point de vue du tueur et explorant le thème du voyeurisme, comme son titre l'indique, avec des plans subjectifs du psychopathe qui filme ses victimes. Le Voyeur a inspiré des films comme Blowout et Body Double de Brian De Palma, ou le fameux Maniac de William Lustig, et évidemment toute une génération de slashers. Petit protégé de grands cinéastes comme Scorsese qui auront œuvré pour la reconnaissance tardive du film, le grand classique de Michael Powell est donc disponible sur Filmo. Filmo, c'est une plateforme de VOD sur laquelle vous pouvez retrouver autant de pépites méconnues que de grands classiques ou des blockbusters, et tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour satisfaire votre cinéphilie, avec un catalogue disponible à l'abonnement ou à la carte. Encore mieux, vous avez droit à 2 semaines d'essai gratuites, suivies d'un abonnement à 6,99 € par mois sans engagement. Encore mieux, avec le code ELFilmoForever, vous aurez droit à 1 mois gratuit sans engagement. Plutôt cool, non? À part ça, revenons à nos moutons. Ou devrais-je dire à nos boutons. Si Tim Burton a la réputation d'être le réalisateur ultime de contes macabres à la fois sombres et poétiques, on oublie trop souvent que Selick se trouve, lui aussi, très haut sur ce podium. La preuve avec Coraline, qui est, sur le papier, plutôt un film pour enfants, mais qui est bien plus sombre que L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors évidemment, c'est pas un concours, c'est pas le taux de morbidité d'un film d'animation qui en fait la qualité ou la profondeur. Mais quand même, dans une industrie trustée par les productions toujours plus aseptisées de Disney, s'intéresser à la manière dont les cinéastes parlent de la mort aux enfants, c'est assez passionnant. Pour ce qui est de Coraline en particulier, il s'agit d'une adaptation du livre du même nom, écrit par Neil Gaiman, auteur britannique connu pour ses romans de fantasy, et aussi depuis 2024 pour ses nombreuses accusations d'agression sexuelle. En 2001, Henry Selick lit le roman Coraline avant même qu'il ne soit publié,
et imagine tout de suite pouvoir tirer un film de ce Alice au pays des merveilles moderne, dans lequel la jeune Coraline, qui emménage dans une grande maison avec ses parents, est confrontée à des voisins étranges et à un monde gris et terne. Un soir, elle découvre un passage qui l'emmène de l'autre côté du miroir, où une version colorée, joyeuse et idéale de sa maison et de ses parents existe. Au détail près que dans cette dimension, tout le monde a des boutons cousus à la place des yeux, et que ce sera bientôt le tour de Coraline si elle ne renonce pas à ce monde merveilleux. Lorsqu'elle essaye de s'enfuir, elle comprend que la créature qui se fait passer pour son autre mère est en fait un démon appelé le Beldam, qui a pour habitude de kidnapper les enfants malheureux et d'aspirer leur âme. Sympa, non ? Une fois le coup de foudre établi entre cette histoire et Henry Selick, il faudra toutefois attendre pas moins de 8 ans avant que le film ne voit le jour. Et vu le boulot qu'il y a derrière, en fait c'est pas si étonnant. Parce que Coraline, avant d'être un petit bijou d'imaginaire noir, c'est une véritable prouesse d'animation. Et justement, j'en profite pour répéter mon refrain favori sur la stop motion. Pour les personnes qui ne verraient pas forcément ce que c'est, la stop motion, c'est cette technique d'animation en volume, aussi vieille que le cinéma, qui consiste à animer des objets ou des personnages en les prenant en photo une multitude de fois et en les déplaçant un peu entre chaque photo pour ensuite donner l'illusion du mouvement. C'est la spécialité d'Henry Selick, entre autres, et en ce qui me concerne, c'est l'une de mes techniques préférées du cinéma, surtout en ce qui concerne les films fantastiques. Parce que selon moi, pas grand-chose n'égale cet effet d'étrangeté créé par le fait d'avoir des vrais personnages devant la caméra, dans le sens où ils sont matériels, en volume, en 3D, filmés en prise de vue réelle, mais sans pour autant être vrais. Genre Coraline, c'est une vraie petite fille dans le sens où elle existe dans l'espace, elle est tangible, mais ce n'est pas une vraie petite fille parce que c'est une marionnette. Je suis pas une marionnette, je suis un vrai petit garçon. Et donc, d'avoir devant la caméra cette impression de réel donnée par le fait qu'on voit bien que ces choses, elles existent vraiment, mais qu'on voit aussi bien qu'elles ne sont pas les véritables choses qu'elles représentent. Ça crée une sorte de vertige et de décalage hyper propice au fantastique qui va de pair avec les fameux mouvements saccadés de l'animation image par image. Et je pense que c'est vraiment l'une des meilleures manières de créer des mondes dans lesquels on peut physiquement se projeter, qui vont nous faire rêver, mais qui nous inquiètent aussi, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de trompeur dans tout ça. Alors rien que ce que je viens de dire, en soi, c'est quasiment toute l'histoire de Coraline en fait. D'ailleurs, si vous voulez entendre parler plus longuement de la stop motion, sachez que Écran Large se décline aussi en podcast, ça s'appelle La Réu d'Écran Large, et qu'on a consacré tout un épisode à l'histoire de la stop motion. C'est simple, on est sur toutes les applis d'écoute. Bref, avec presque 150 décors, tous construits et peints à la main, dont 3 miniatures du Pink Palace, répartis sur pas moins de 52 plateaux, dans un immense hangar, Coraline est le résultat du travail de 450 personnes, dont une trentaine d'animateurs. Gros chantier pour le studio d'animation Laika, dont c'est, à l'époque, le premier film, et qui reste aujourd'hui d'ailleurs le plus connu. Pour créer l'univers de Coraline, Henry Selick fait appel à Tadahiro Uesugi, un illustrateur japonais dont il adore le travail et sur lequel il compte pour concevoir des décors et des designs différents de ce qui avait déjà été vu en animation à l'époque. L'occasion, j'imagine, de se démarquer de l'atmosphère encore très populaire et très estampillée Burton de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Dans le livre numérique The Unofficial Art of Coraline, qui est l'une de mes sources pour cette vidéo et qui compile un nombre impressionnant d'illustrations préparatoires du film, et de témoignages des artistes, Tadahiro Uesugi raconte que Henry Selick lui a dit quel passage du livre il allait mettre en scène, mais qu'à partir de là, il était libre de dessiner selon ses propres idées et ses propres envies, sa seule directive étant « fais quelque chose qu'on n'a jamais vu ». Sacré terrain de jeu. Mais Uesugi est loin d'être le seul illustrateur à travailler sur les concepts du film. Et le personnage de Coraline, par exemple, a bénéficié d'un nombre impressionnant de croquis réalisés par Shane Prigmore, chargé par Henry Selick de dessiner toutes les expressions faciales de Coraline, afin que ces dessins servent de référence et que la petite fille conserve bien un panel d'expressions spécifiques et reconnaissables tout au long du film. Autre détail qui peut vous faire comprendre un peu le boulot que c'est de faire un film pareil en stop motion, c'est la fameuse séquence du spectacle de souris, qui compte quand même 61 souris et qui a nécessité 66 jours de tournage à elle toute seule. Vraiment plus de 2 mois passés sur une scène qui dure mais quelques secondes à l'écran. Et alors évidemment que ça vaut le coup parce que le résultat est magnifique. Un peu comme la scène qui se déroule dans le salon avec les meubles insectes qui bougent et qui s'allument. Un sacré défi de maquette et d'animation, mais brillamment relevé par l'équipe de Selick. En termes de précision, je pense qu'il faut aussi citer le travail de la costumière Deborah Cook, qui précise dans The Unofficial Art of Coraline qu'absolument tous les vêtements du film ont été fabriqués à la main, puisque aucun vêtement de poupée déjà existant ne pouvait convenir aux marionnettes. Elle raconte, par exemple, que le pantalon d'une Barbie était 2 fois trop grand pour une marionnette comme celle de Coraline, et qu'il a donc fallu tout faire, quitte à parfois tricoter des habits miniatures avec des aiguilles aussi fines que des cheveux. À noter quand même que certains éléments réels ont été détournés et inclus dans certains décors, comme des dés à coudre peints et du popcorn coloré pour représenter certaines fleurs du jardin dans le monde parallèle. Avec tout ça, le tournage de Coraline aura duré plus de 18 mois, ce qui est beaucoup,
beaucoup plus que la durée d'un tournage de film en prise de vue réelle, dont certains se tournent parfois juste en 1 mois, et dont les plus longs se font en général dans les 6 mois environ. Et il faut ajouter à ça 2 ans de pré-production. J'aime mieux vous dire que quand on se lance dans un projet pareil, vaut mieux pas être flemmard, hein. Mais maintenant que je vous ai un petit peu parlé des coulisses, j'aimerais qu'on parle du fond. Il y a énormément d'analyses du film en tout genre qui pullulent sur internet et qui proposent des interprétations variées de l'histoire et de ses métaphores. Ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, tant Coraline est riche en fantaisie et en symboles. Je vais donc éviter de faire la même chose, mais je veux quand même parler des grands thèmes qui traversent le film et qui en font une proposition particulièrement sombre. Notamment pour un film qui s'adresse en partie aux enfants. Il y a évidemment ce thème de la mère démoniaque, qui est une idée que l'on pourrait penser un petit peu dérangeante pour un très jeune public. Pourtant, on peut y voir une simple explicitation de ce que les contes de fées ont toujours fait. Et là, je vais citer, comme ça m'arrive souvent, un passage de la psychanalyse des contes de fées, qui est un essai de Bruno Bettelheim, ce qui ne veut évidemment pas dire que j'en valide une quelconque qualité médicale. Dans ce bouquin qui développe une étude très psychologisante des contes de fées, Bettelheim explique notamment que les personnages de marâtres ou de monstres sont souvent, dans les contes, une métaphore des parents fâchés que l'enfant a besoin d'imaginer comme un double maléfique des parents qu'il aime, afin que leur image ne soit pas salie. Il explique notamment avoir rencontré une femme qui lui expliquait que quand elle était petite et que sa mère la grondait, elle imaginait qu'un méchant extraterrestre prenait possession d'elle. Bettelheim écrit donc que, je cite, « Ce dédoublement de personnalité qui permet à l'enfant de garder intacte l'image favorable est utilisé par beaucoup d'enfants pour apporter une solution à un problème de relation trop difficile pour qu'ils puissent le régler ou le comprendre. » Fermez les guillemets. Cette idée prend vraiment sens dans Coraline alors que la petite fille se retrouve en butte à des parents qui ne font pas attention à elle et qui ne lui répondent qu'avec lassitude ou même agressivité. Est-ce que le Beldam pourrait être, au lieu d'un véritable démon, une invention de Coraline pour mieux digérer le rejet de ses parents, jusqu'à ce qu'il se montre enfin plus compréhensif à la fin? Je pense en tout cas que l'image du double, vraiment omniprésente dans le film, que ce soit à travers les personnages aux yeux en bouton, la poupée ou autre, parle vraiment de la manière dont un enfant apprend à percevoir les choses et à réconcilier son imagination et la réalité. Pour continuer juste un peu dans un vocabulaire psychologisant, je pense au concept d'imago théorisé par Carl Jung. L'imago est un prototype qu'on a dans notre tête d'un type de personne ou de personnage préconçu de manière inconsciente par les rapports qu'on a eus dans notre enfance et les représentations autour de nous, dans la fiction et les médias. Tout ça, ça crée des sortes d'archétypes, donc d'imago, dans notre tête, et on va avoir le réflexe de vouloir identifier les gens autour de nous à ces archétypes, qui nous aide à organiser et à comprendre notre rapport à autrui. Sauf qu'évidemment, aucun individu ne correspond réellement et entièrement à un archétype, et donc ne correspond pas à l'idée exacte qu'on s'en fait. Et je pense que quelque part, Coraline, en tant que préadolescente, est en train de se rendre compte que ses parents sont de véritables personnes, et pas les fameux archétypes idéaux qu'on peut imaginer quand on est petit. Et cette réalisation l'a fait confronter une version idéale, mais mortifère, de sa mère, à une version réaliste mais bien vivante qu'elle va devoir réapprivoiser avec un regard un peu plus adulte. D'ailleurs, comme le décrit l'artiste Shane Prigmore précédemment cité, les personnages du monde réel sont ternes, ennuyeux et tordus, tandis que dans l'autre monde, tout est joli, précis et équilibré. Tout comme chez Burton, pour le coup, c'est le monde parallèle, potentiellement le monde des morts, qui est plus coloré et plus joyeux. Les concept art montrent d'ailleurs que les pièces du vrai monde sont toutes conçues de manière biscornue et asymétrique, alors que dans l'autre monde, chaque chose trouve sa juste place et tout s'assemble en harmonie, comme c'est représenté dans la scène du jardin. Coraline doit donc apprendre à renoncer à la perfection colorée des images préconçues de l'enfance pour réussir à être heureuse dans le vrai monde, moins beau, moins idéal, mais qui est bien celui dans lequel elle va évoluer, vivre sa vie et aimer de vraies personnes, ce qui implique d'en aimer aussi les défauts. En cela, que le film soit métaphorique ou totalement premier degré dans son histoire de démon, c'est pas le plus important, parce que ce qui compte, c'est la manière dont Coraline va grandir grâce à cette aventure. Cela dit, là où je le trouve aussi très fort, c'est que je pense que le film parle, en sous-texte, du moment où un enfant comprend réellement ce qu'est la mort. Je sais pas vous, mais moi, alors autant je me rappelle absolument pas du jour où j'ai appris pour le Père Noël, mais je me souviens très bien de la panique et de l'angoisse profonde que j'ai ressentie le jour où mes parents m'ont dit « Bah oui, bien sûr, on meurt tous un jour, ma chérie, tous, tes grands-parents, tes frères, tes sœurs et toi-même ». Sujet crucial de l'enfance, mais encore trop tabou dans les films d'animation. Or, la mort est elle aussi omniprésente dans Coraline, avec les fantômes, entre nous, assez terrifiants, des enfants qui racontent comment ils ont été enlevés et tués, le voisin à la peau bleue et dont le courrier s'entasse depuis des lustres dont on ne sait pas trop s'il est vraiment encore vivant, à l'armée de chiens empaillés des voisines du sous-sol et la petite souris trop mignonne qui se fait boulotter par le chat en gros plan, l'idée que les choses vieillissent, s'abîment et ont une fin est partout.
avec le déménagement qui a amené Coraline et sa famille au Pink Palace, il est bien possible que la petite fille ait réalisé que la vie est faite de changements, de bouleversements irréversibles et de disparitions, comme l'évoque le générique de début, où la transformation de la poupée fétiche du Belle Dame ressemble à une séquence de chirurgie sur un corps d'enfant ou même carrément de torture. Coraline ressent peut-être cette période de sa vie avec une certaine violence, se retrouvant angoissée par l'idée de la mort et projetant ça partout autour d'elle, et notamment sur des parents qu'elle voudrait pouvoir conserver dans une forme idéale, tout en finissant par admettre que cette illusion n'est qu'un piège. D'ailleurs, le terme de psychanalyse imago dont on parlait plus tôt est repris du terme latin imago clipeata qui renvoyait, dans la Rome antique, au masque en cire moulé sur le visage des morts et exposé lors de leur enterrement. On est bien dans l'idée d'une image figée, imitant la vie, mais n'étant en fait qu'un leurre destiné à dissimuler la mort, ce qui est bien sûr l'équivalent de l'autre mère dans Coraline. En tout cas, quelle que soit votre interprétation du film, c'est passionnant de voir la manière dont Henry Selick joue avec toutes ces thématiques dans sa mise en scène. Malgré la complexité technique de la chose, le réalisateur joue énormément sur la superposition des plans et des pans de décor pour faciliter l'immersion, mais aussi pour donner régulièrement l'impression de passer dans une autre dimension. De même avec les transitions particulièrement soignées qui, là aussi, agissent comme des petits tours de magie et donnent l'impression de naviguer dans le temps et dans l'espace. Enfin, en laissant le regard de Coraline guider la caméra et le point de vue des séquences, Henry Selick parle bien de la subjectivité et de l'imagination d'une petite fille en pleine construction. Son regard est évidemment beaucoup mis en parallèle avec le motif du bouton, qui évoque, lui, une perception factice, trompeuse et enfantine des choses. Bref, bien des idées brillamment exploitées par un film pas franchement feel-good, mais qui parle aux enfants et aussi aux adultes, comme ils ont besoin qu'on leur parle de sujets comme la mort. Et ça fait quand même plaisir de voir ce genre de proposition dans le cinéma d'animation grand public, surtout si en plus elle ressort au cinéma pour marquer une autre génération. Dommage que Henry Selick n'ait pas réussi le même tour de force en 2022 avec Wendell et Wild, film Netflix incroyablement inventif, mais beaucoup plus imparfait que Coraline, avec de la stop-motion particulièrement parasitée par le numérique, et qui donc n'a pas su trouver son public. Mais qui sait ce que le vrai réalisateur de L'étrange Noël de Monsieur Jack nous réservera pour les prochaines années? Si ce que je vous ai raconté là vous a plu, eh bien vous n'avez qu'à vous abonner à cette chaîne pour découvrir tous les autres sujets que moi et mes collègues on y aborde, et n'hésitez pas également à laisser un commentaire. Si en particulier les coulisses des films d'animation vous intéressent, je vous redirige vers cette vidéo de mon estimée collègue Déborah, spécialiste de l'animation, qui vous y parle d'une sorte d'anti-Coraline qui a bien mis Disney dans la mouise. Et moi, à part ça, je vous dis merci de m'avoir écouté et à très vite.